Abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est gratuit. Abonne-toi. Le petit village de Bure est situé dans le département de la Meuse, à environ 40 km au sud de Bar-le-Duc, en région Grand Est. La petite commune compte 81 habitants. Dans la région de Bure, l'Agence pour la gestion des déchets radioactifs, ANDRA, veut construire, CIGEO, un gigantesque site d'enfouissement en profondeur des déchets radioactifs les plus dangereux. Pour cela, elle a besoin que le projet soit déclaré d'utilité publique afin de pouvoir s'assurer de disposer de tous les terrains nécessaires, quitte à exproprier. Du 15 septembre au 23 octobre 2021, une enquête publique est ouverte. Qu'on choisisse ou pas de participer à la procédure, cette temporalité est l'occasion de s'exprimer pour dire non à ce projet dément. Ce sont également des risques importants pointés depuis des années par les opposantes et les opposants que les autorités environnementales, instances indépendantes, a souligné à son tour en janvier 2021. Risque d'incendie souterrain, risque de rejet en surface important, impossibilité de récupérer des déchets en cas de problème, menace pour les eaux souterraines. 2005-2013, débat bidon, l'enfouissement est retenu. L'ANDRA commence des travaux sans autorisation sur place et partout en France. Des militantes et des militants sont déterminés. Cette petite commune qui a été désignée comme la candidate idéale pour devenir une poubelle nucléaire géante. En dehors de ce court-circuitage accablant, c'est la vie de toute une communauté qu'on condamne avec ce projet profondément dangereux. Ce projet dangereux met en péril la santé de toute une communauté pour des centaines de générations. Le 18 février 2018, 500 gendarmes évacuent une parcelle forestière de 220 hectares occupée par 15 militants antinucléaires au-dessus du futur centre industriel géologique de stockage CIGEO de Bure dans la Meuse. La façon dont se passe le processus, le passage en force sur le terrain, les pressions qui sont exercées localement avec les gros afflux financiers. Tout pour les militants et les habitants de cette région leur semble suspect, car, en effet, la durée de vie radioactive des déchets qui s'apprêtent à être enfouis à 500 mètres de profondeur est à moins de 10 km du village. Alors bien sûr, tous ces militants et les habitants de ce village ont eu raison de se battre, mais ceux qui ont occupé le terrain vont le payer quand même. Ils vont le payer cher. Des militants anti-nucléaires condamnés à la prison ferme. Ils ont tous été relaxés de l'accusation de malfaiteurs, mais condamnés pour l'organisation ou la participation à une manifestation non déclarée. 2 militants ont été condamnés à 9 mois et 12 mois de prison ferme. 3 autres ont écopé d'une peine de 9 mois de prison avec sursis. Un autre de 6 mois avec sursis. Un seul militant a été relaxé de toutes les charges qui pesaient contre lui. Alors je ne sais pas s'ils ont fait leur peine, parce que j'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Par contre, tout au long de cette manifestation qui a duré plus de 2 ans, ils ont eu des contrôles d'identité, quoi, tout le temps. Mais ça, on l'a bien connu, nous. C'était terrifiant de venir ici la première fois, ça fait très peur et je pense que c'était justement le but, dissuader. Ça a bien fonctionné. Antoine fait partie de ceux qui ont repris pied dans la maison de la résistance à Bure, dans cette grande bâtisse. Il participe à la relance de l'opposition après un long passage à vide provoqué par l'enquête judiciaire et par un maillage très serré des gendarmes sur le terrain. Jean-Pierre Simon, lui, est un opposant historique. Il est agriculteur. Il explique que pendant cette période, le front a dû provisoirement se déporter. Il a fallu reconstruire autour de ça et
C'était pas possible de reconstruire sur place. Donc cette reconstruction, elle a eu lieu partout en France et même à l'étranger, avec des gens qui travaillent aussi entre eux, qui continuent de travailler sur la lutte et sur d'autres projets en même temps. Le visage de cette opposition a changé. En 2016, le mouvement social et les zadistes étaient en première ligne. Aujourd'hui, les féministes participent à cette mobilisation. Le nucléaire, par exemple, n'est pas le point d'entrée pour Anouk. Non, le point d'accroche, c'est le féminisme, le transféminisme et le fait de se sentir en tant que personne assignée femme à l'aise dans un endroit politique. Un collectif anime donc l'action des féministes contre le projet d'enfouissement. Il s'appelle les bombes atomiques. Françoise en fait partie. On aime écrire des tracts et les diffuser dans la rue, dans les villages autour. On a aussi envie de faire des chantiers participatifs et de s'apprendre des savoirs. On a envie de construire des choses ensemble et de s'amuser. Il y a aussi le collectif des semeuses qui cultivent des champs, un front d'ONG et de syndicats. Bure expérimente une nouvelle dynamique d'opposition qui a attiré Marguerite. Ça incarne encore un lieu où il y a quelque chose à changer, c'est pas déjà construit, c'est pas déjà fait, on peut encore avoir un mot à dire, s'opposer pour peut-être éviter que ça arrive. Le passage à vide de l'opposition remonte à 2018. Avec le procès, les activistes vont pouvoir se compter et retrouver une visibilité au moment où la déclaration d'utilité publique est en cours d'instruction. Les énergies renouvelables sont plus compétitives à présent que le pétrole ou le gaz, Raphaël Couder. C'est ce que révèle un rapport de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable. Oui, les énergies renouvelables sont même aujourd'hui sans conteste la forme d'énergie la moins chère, nous dit le directeur général de l'IRENA. L'agence a analysé les coûts de production des différentes énergies renouvelables et tous ces coûts, ils sont en forte baisse. L'an dernier, le coût de production de l'électricité issue d'éoliennes terrestres a chuté de 15%. Vous le voyez, même tendance pour les éoliennes en mer et le photovoltaïque. C'était moins cher de 13% l'an dernier. Dans le même temps, le prix des énergies fossiles augmente, en particulier depuis le début de la guerre en Ukraine. Les cours du pétrole ont pris environ 32% et le cours du gaz naturel européen, lui, il a explosé, fois 2,5 par rapport à l'an dernier. Résultat, dans ce contexte, l'IRENA estime que les infrastructures d'énergie renouvelable installées l'an dernier vont permettre d'économiser cette année la somme de 55 milliards de dollars. Pour l'agence, il n'y a pas de doute, les énergies renouvelables, en plus de réduire l'empreinte carbone des États, elles ont désormais aussi l'avantage sur le plan économique. Elles permettent de s'affranchir de la volatilité des combustibles et en même temps de renforcer la résilience du marché énergétique, d'autant plus tant que la crise persiste. Dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise, deux invités aujourd'hui. Jérôme Flassaillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur électromobilité de Volvo Trucks France. Je ne veux pas dire ce que fait Volvo Trucks, je pense que là tout le monde a compris. Et Laurent Darnal, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Volvo Trucks France. Bon, évidemment, on construit des camions, on les vend. Juste avant de commencer cet entretien, on discutait de tous ces enjeux énergétiques. Et Laurent me dit, en 17 ans, on doit changer 100 ans d'existence. Oui. En 17 ans, on doit changer 100 ans de production de poids lourds. C'est précisément ça, puisque comme nous avons signé les accords de Paris, donc nous sommes engagés en 2050 à avoir un parc circulant à 10 ans qui soit neutre en émissions de CO2. Le parc circulant à 10 ans est neutre en 2050. En 2050. En 2040, nous ne vendrons plus de véhicules à énergie fossile. En 2040, Volvo arrête de vendre du poids lourd. Vendre du poids lourd, mais pas en énergie fossile. Donc on aura une grande quantité de véhicules électrique batterie, électrique pile à combustible, quelques véhicules à combustion interne, mais qui fonctionneront avec des biocarburants. C'est des combustions internes, dites-moi. Ouais, le véhicule, le moteur diesel que vous connaissez, oui. mais qui ne fonctionne pas avec du gasoil. Voilà, tout simplement. Jérôme, votre défi, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans un délai incroyablement court. Très court. Comme disait Laurent, on a aujourd'hui pas loin depuis la naissance de Volvo Trucks en 1927. Eh bien, on doit maintenant passer du diesel sur des énergies alternatives qui sont complètement décarbonées. Alors ça passera par des biocarburants, ça passera par du gaz en version comprimée, liquéfiée, et puis l'électrique à la fin pour avoir un camion qui n'émet pas de ni CO2 ni gaz polluant. Il y a toujours cette polémique sur, d'accord, il roule, il émet pas, mais il a une empreinte carbone, le camion, il a fallu le construire, il a une batterie, il faudra la recycler, vous connaissez cette histoire, c'est là où on se demande toujours,
objectivement, c'est tout neuf. Est-ce qu'on fait le bon choix parfois en disant électrique? Certains disent, non, finalement, l'avenir, c'est l'hydrogène. Bon. Ça, on le mesure. On a en ligne, et chacun peut le constater, on a un calculateur d'émissions de nos véhicules qui comprennent toutes les phases du véhicule, depuis sa construction, sa production, jusqu'au recyclage. Et aujourd'hui, on montre qu'un camion électrique est bénéfique par rapport à un véhicule diesel conventionnel, bien entendu, pourvu qu'on ait une énergie électrique verte à la source, décarbonée, le plus décarbonée possible. Vous prenez parti justement sur les sources d'électricité. Vous vous dites, parce qu'on a ce débat en France sur le nucléaire, pas le nucléaire, on sait que c'est la principale énergie décarbonée. Il y a un moment, on a envie de taper du poing sur la table, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Prendre parti notre métier. C'est pas votre boulot, c'est pas votre boulot, mais oui, mais on a besoin de l'avis des industriels, parce qu'on vous violente un petit peu avec tous les choix politiques qui sont pris quelquefois un petit peu de manière immédiate. Très clairement, si on regarde, demain, on va avoir des véhicules, donc électrique batterie ou électrique puis la combustible, c'est-à-dire hydrogène. Ouais. D'accord. Si vous prenez de l'énergie, de l'électricité fabriquée à partir de charbon. Au secours. Voilà. C'est la pire. Qu'avec cette énergie-là, vous craquez des molécules d'hydrocarbures et que vous faites de l'hydrogène. Oui. Il vaut mieux rester au diesel. D'accord. Bien sûr. Voilà. Donc, il faut que les industriels produisent des énergies décarbonées. Et nous sommes tous responsables dans cette transition énergétique. Que ce soit les pouvoirs publics, les fournisseurs d'énergie, bien sûr nous, les marchands de camions, bien sûr les autorités locales, les clients, nos clients bien entendu, les chargeurs, les donneurs d'ordre de nos clients. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette transition énergétique. On est tous responsables. Alors vous avez une particularité chez Volvo Trucks, c'est que visiblement quand même vous êtes les plus avancés en matière de recherche et développement et même de produits aujourd'hui électriques. Alors il y a 16 tonnes, mais il y a bientôt 44 tonnes électriques, ce sera le premier du monde. Alors on a commencé par les camions plutôt des villes, du 16 tonnes, 26 tonnes, pour livrer les villes, pour faire tous les travaux d'environnement, donc bennes ordures ménagères par exemple, et puis la construction légère urbaine. Donc ça, on a lancé ces camions en commercialisation en 2019. Et puis, en septembre cette année, on va lancer nos modèles lourds, d'accord, en production dans notre usine à Tuveux en Suède. Et on va pouvoir sortir 3 modèles, le FMX, le FM et le FH, en version 100% électrique à batterie. Donc le plus gros camion existant aujourd'hui sur route sera 100% électrique et ce sera le premier du monde. Le premier à sortir en Europe en série à partir de septembre cette année. Moi j'ai eu des discussions avec des gens que je connais qui roulent électrique, c'est très très bien le principe, mais ils vous expliquent que l'autonomie ça va pas, que les temps de recharge si vous n'êtes pas sur des bornes hyper monstrueuses c'est juste l'enfer, que si vous arrivez qu'il y a 2 gars devant vous sur des bornes qui sont pas tellement puissantes, ben vous allez y passer la moitié de l'après-midi. Enfin, vous voyez, est-ce que tout ça, c'est pas l'envers du décor qui nous attend et qui vous attend? Déjà, le camion urbain, pour commencer. Le camion urbain, aujourd'hui, il a une autonomie d'environ 200-220 km. Et pour les applications urbaines de livraison en ville, c'est suffisant. D'accord. Pour la majorité des cas. La majorité des cas, c'est suffisant. Une charge de nuit qui dure une dizaine d'heures. Et bien voilà, on a un usage qui ne change pas finalement l'activité de nos clients. Pour les camions lourds, donc jusqu'à 44 tonnes, aujourd'hui on aura une autonomie avec nos batteries d'environ 300 km. Et ces 300 km, si on utilise le temps obligatoire de la pause du conducteur qui est de 45 minutes pour faire un temps actif de recharge rapide, eh bien on va arriver à 500 km. On arrive à 500 km d'autonomie d'un camion électrique. Donc ça sous-entend qu'on ait un réseau de distribution d'électricité qui soit en place. C'est un message, là. C'est un message, mais c'est aussi on va pas demander à Volvo Trucks d'installer des bornes, je crois que c'est pas votre métier. Comment ça? On a signé aujourd'hui une JV avec le groupe... une joint venture. Avec le groupe Daimler et le groupe Traton pour développer un réseau de distribution de bornes rapides pour le poids lourd. À horizon 2025, on vise d'avoir 1700 points de recharge rapides pour le poids lourd. Alors, c'est un début. Ça représentera à peine 10% du besoin. Mais on montre le pas, on montre la voie. Puis donc 2040, c'est le fossile terminé, c'est ça? C'est ça. 17 ans en 100 ans. Moi, ça me fascine, cette formule. Elle est tellement parlante. Sauf que, inflation aujourd'hui, hausse des coûts de production, pénurie d'approvisionnement, et c'est peut-être pas simplement pour 2-3 mois. Oui, mais ça touche la totalité de l'industrie. Ah d'accord, vous n'êtes pas les seuls pénalisés. Qu'on soit électrique ou qu'on soit sur du véhicule classique, c'est pareil. Mais je sais pas, vous avez des ambitions absolument incroyables et vous êtes leader dans ce domaine. Le 44 tonnes au mois de septembre, et là vous êtes dans une espèce de monde d'incertitude incroyable. Est-ce que vous n'êtes pas en train de réviser vos schémas, de réviser vos agendas, de réviser vos calendriers en vous disant
d'accord, c'était imprévisible, mais on y est. Et comment fait-on, quoi? On a pris un engagement. Et cet engagement il est important parce que nous sommes, comme disait un de nos présidents dans les années 70, nous faisons partie du problème et nous voulons faire partie de la solution. Nous avons un devoir par rapport à cet engagement, et nous avons un devoir sociétal. Nous devons laisser à nos enfants une planète plus propre que celle que nous avons aujourd'hui. Si on ne le fait pas, et si on trouve des bonnes excuses, même quelles qu'elles soient, pour ne pas faire, on n'avancera jamais. Donc on avance. J'ai parlé avec un fabricant de pratiquement votre activité, des semi-remorques, qui explique que ces semi-remorques sont sur son parking invendables parce qu'elles ne sont pas terminées, parce qu'il manque des éléments, des semi-conducteurs. Avec toute la bonne volonté du monde, il y a un moment... j'ai pas envie d'avoir une vision noire des choses, mais là, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe. Simplement, c'est un choc énergétique et un choc d'approvisionnement absolument colossal. Enfin, j'entends que vous avez la foi et que vous voulez les... Alors, dernier élément, pour l'instant, vous n'avez pas de date, vous, d'interdiction de vente du moteur thermique poids lourd, hein? Non, pas encore. Mais, vous voyez bien ce qui se passe pour l'automobile 2035, la Commission européenne a dit, j'ai l'impression... Alors, je suis absolument pas climato-sceptique, au contraire, mais j'ai l'impression que l'Europe veut toujours laver plus blanc que blanc, veut toujours avoir sa petite longueur d'avance, et qu'il y a un moment... l'adaptation d'un outil industriel, l'adaptation d'une fourniture d'électricité, l'adaptation du pouvoir d'achat des ménages. J'ai 17 ans, 100 ans, je doute, honnêtement, je doute que on soit dans quelque chose de parfaitement réaliste. On a décidé, nous, chez Volvo Trucks, d'être plus sévères que l'Union européenne. Donc, malheureusement, je suis un contre-exemple de ce que vous dites. Désolé. Non, mais je vous entends. L'Union européenne nous impose une réduction des émissions de CO2 de 15% en 2025 et 30% en 2030. Nous avons décidé 25% en 2025 et 50% en 2030. C'est le rétro-planning, si vous voulez, qu'on a fait avec l'objectif fossile free 2040. Bon, je crois que c'est possible. Tout ça va coûter cher quand même. Très cher. Ça va coûter cher en termes de prix, ça va coûter cher socialement. Tout ça. Et j'ai l'impression que vous avez incroyablement intégré ces défis avec une sérénité qui me fascine en fait. Non mais c'est... Ils sont clairement intégrés, mais comme le disait Laurent, c'est vraiment une affaire de société. C'est qu'est-ce qu'on veut laisser demain à nos enfants, aux prochaines générations, comme planète, et si on ne fait pas ces changements maintenant, qui les fera ? Donc nous, on est vraiment dans cette optique-là, d'accompagner ce changement dont on a vraiment besoin. Aujourd'hui, les effets sur le climat, on les mesure tous les jours, et c'est extrêmement visible. Et donc, si on ne réagit pas, qui le fera ? Bon, faut reconnaître que quand on vient de chez Volvo, on a envie de vous croire, parce que Volvo est quand même l'entreprise qui, dans l'histoire, a inventé des éléments clés de l'évolution de l'automobile et de la sécurité, notamment la ceinture de sécurité, en libérant les brevets pour que le monde entier puisse en profiter. Donc moi, je trouve que votre projet est absolument fascinant. Mais faut s'accrocher. Hein. Bon courage à vous. Continuez. Merci beaucoup. Les médias, les constructeurs automobiles, le gouvernement, Macron en tête, se sont trouvés une vertu en nous imposant la voiture électrique pour 2030. 2 millions de véhicules électriques produits en France en 2030. Macron a rappelé cet objectif lundi 17 octobre 2022 en se rendant au Mondial de l'automobile de Paris. Oui, mais, parce qu'il y a un mais, la voiture électrique n'est certainement pas la solution miracle pour se déplacer sans polluer. Bonus, bouclier tarifaire, bref, Macron avait également annoncé une batterie de mesures en faveur de l'achat des voitures électriques. Ils ont même prévu des petits crédits sur du long terme. Pensez donc. Le but, selon Macron, est de tenir l'objectif pour le climat, pour la réindustrialisation du pays et pour notre souveraineté. Rien moins que ça. Pourtant, la voiture électrique n'est pas si vertueuse. Si l'on écoute le gouvernement et que l'on se plie aux règles, l'électrique est la solution pour pallier au réchauffement climatique. Bah ouais, faut y penser quoi, c'est tout. C'est pas compliqué, non? En réalité, lors de sa production, le véhicule électrique pollue 2 fois plus qu'un véhicule thermique. L'empreinte environnementale est beaucoup plus élevée pour la voiture électrique, principalement pour la fabrication de sa batterie. Et tous ces métaux rares que l'on a besoin pour la construction de ces fameuses batteries électriques
ne se trouve pas sur le sabot d'un cheval. Cobalt, nickel, manganèse, lithium, du cuivre et même de l'aluminium. Voilà les métaux rares dont a besoin une voiture électrique et pour la construction de ces fameuses batteries. L'extraction de ces métaux rares sont extrêmement polluants. La voiture électrique a besoin de beaucoup de cuivre. Or, si nous continuons l'extraction du cuivre, dans 20 ans, il n'y aura pratiquement plus de cuivre sur la planète. Voilà un exemple. Tous ces matériaux sont parfois accessibles uniquement à l'autre bout du monde et à des mètres sous terre. La voiture électrique n'est certainement pas la bonne solution. Nos politiques et nos industriels n'ont pas peur des mots. Écoutez plutôt. La voiture électrique est présentée comme la 8e merveille du monde. De toute façon, il y aura forcément un tout petit inconvénient, la production d'électricité du fait de la saturation probable du réseau électrique et de la flambée des prix que cette surconsommation d'énergie pourrait entraîner. Et comme il faudra bien trouver cette énergie quelque part, et il ne faudra pas s'étonner donc d'une probable augmentation du coût de l'électricité. En 2023, l'électricité a grimpé dans des prix où beaucoup de petits artisans, boulangers, bouchers, enfin tous ces métiers de bouche ont du mal à supporter le coût de cette augmentation d'électricité. Bref, un avenir qui n'est pas très serein. Il faudra soit recourir à des importations massives d'énergie, d'électricité à des prix plus élevés que celui produit en France et devinez qui paiera à la fin, le consommateur, qu'il ait ou non une voiture électrique. Eh oui, c'est de la politique capitalisme ça. Ça non, c'est bien pensé quand même, non? On prend dans la poche du tout petit. Si la solution de la production électrique nationale est choisie, la fabrication de l'électricité se posera. Et là, on marche sur la tête. Ce n'est certainement pas la production actuelle ou prévue dans les 30 prochaines années d'électricité verte bien sûr, qui compensera cette aberration économique. De plus, cela posera des problèmes de pollution. La voiture électrique est plus lourde et d'une autonomie réduite. Aujourd'hui, la voiture électrique est un investissement maximal pour une rentabilité nulle. Alors je ne suis pas complètement idiot, bien sûr que ces voitures électriques dans le futur évolueront avec une autonomie beaucoup plus importante. Elles coûteront de toute façon très cher du fait de leur batterie. Des voitures thermiques, il y en aura encore pour très longtemps, au-delà des années 50, mais le carburant pour ce type de voiture, il coûtera de plus en plus cher parce qu'on voudra vous obliger, peut-être que si cette politique est choisie, de rouler en voiture électrique. De toute façon, la voiture électrique ne nous sauvera pas. Je pense, très sincèrement, que dire fin au moteur thermique en 2035, comme certains le préconisent, est pure folie. Il y a quand même certains constructeurs français qui souhaitent continuer de fabriquer et vendre des voitures thermiques au-delà de 2035. L'avenir nous le dira. Tous ensemble, nous devons exiger mieux des puissants et des pollueurs qui ne pensent qu'à une chose, s'enrichir. Nos démocraties, telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, sont incapables ou ne veulent pas faire face aux urgences environnementales et d'empêcher les effondrements économiques et se contentent seulement de gérer les catastrophes et jouer la stratégie du capitalisme. Un réchauffement global laissé sans contrôle exercera des effets dévastateurs sur l'humanité, la faune et la flore. Un climat chaotique et imprévisible risque de devenir la norme. Macron et son gouvernement ne pensent qu'à mettre en place des systèmes néfastes et antisociaux. Ils ne pensent qu'à piller davantage les richesses que notre planète donne, uniquement pour s'enrichir toujours plus sans penser aux générations futures.
Après plusieurs décennies de blablabla, les objectifs fixés pour sauver le climat ne peuvent être atteints qu'au prix d'une réduction drastique de consommation énergétique. Je suis persuadé que la transition climatique ne se fera pas sans une majorité sociale et politique. Une gauche forte et unie, nos vies valent plus que leurs profits. Il nous faut une transition éco-socialiste en rupture avec le capitalisme. Ce changement ne peut être que radical et anticapitalisme.